Europe 1. Le journal de 8h, Maël Hassani, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Le gouvernement décidément dans l'embarras après l'accueil d'une Gazaoui antisémite sur le territoire français. La jeune femme de 25 ans avait été exfiltrée de la bande de Gaza début juillet et devait faire sa rentrée à Sciences Po Lille. Mais les messages antisémites et pro-Hitler qu'elle relayait sur ses réseaux sociaux ont tout chamboulé. Son inscription dans la célèbre école annulée. Et le Quai d'Orsay estime désormais que cette ressortissante palestinienne a vocation à quitter le territoire. Alors Jean-Baptiste Marty, que va-t-il se passer pour elle dans les prochaines heures ? Eh bien, dans l'immédiat, elle ne partira pas. Elle sera toujours présente en France demain et après-demain. Et cela pour plusieurs raisons. D'abord, elle peut prétendre au statut de réfugié accordé par l'OFPRA, l'Office de protection des réfugiés. Car tout Gazaoui arrivant en France peut bénéficier de ce statut en raison de sa nationalité. C'est son cas puisqu'elle dispose d'une carte d'identité palestinienne. Conséquence, elle ne peut pas être expulsée le temps de la demande. Une démarche qui peut prendre plusieurs semaines. Et en attendant, eh bien, cette étudiante va continuer de percevoir sa bourse accordée par le consulat de France à Jérusalem, puisque le Quai d'Orsay lui a délivré un visa étudiant et tant que ce visa n'est pas retiré, elle touchera environ 900 € net par mois financés par les contribuables français, sans compter les aides prévues pour les réfugiés comme l'aide au logement. Et si son inscription à Sciences Po Lille a été annulée, rien ne l'empêchera de faire sa rentrée dans un autre établissement. Jean-Baptiste Marty, journaliste police-justice à la rédaction d'Europe 1, et cette étudiante gazaoui fait désormais l'objet d'une enquête pour apologie du terrorisme ouverte par le parquet de Lille. Gaza, où doit se rendre l'émissaire américain Steve Witkoff aujourd'hui, sa deuxième visite dans l'enclave depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas. Des pauses dans les combats sont toujours respectées dans plusieurs zones pour permettre l'envoi d'aide humanitaire. La France doit larguer dès aujourd'hui 40 tonnes de vivres. Un répit d'une semaine si Donald Trump a signé cette nuit le décret consacrant les nouveaux droits de douane américains, un moment fort de son second mandat. Son entrée en vigueur est repoussée au 7 août pour laisser les différents services s'organiser. Ces surtaxes s'échelonnent entre 10 et 41%. Les pays les plus durement touchés sont la Syrie, la Suisse et le Canada. Des embouteillages dès aujourd'hui sur les routes de France. Bison futé voie rouge sur un large quart nord-ouest et en Auvergne-Rhône-Alpes dans le sens des départs. Mais le pire est à venir. Drapeau noir sur tout le territoire demain, la journée la plus chargée de l'été. Et avant cette affluence extraordinaire, la déléguée générale de la Fondation Vinci Autoroute met en garde les automobilistes contre la somnolence au volant. La recommandation, c'est naturellement d'essayer de faire une bonne nuit de sommeil, ou en tout cas la meilleure possible avant de partir, même si on se lève très tôt. Et comme on se lève très tôt, on va probablement quand même avoir un temps de sommeil un peu réduit. Et donc, il faut être particulièrement vigilant pour faire des pauses toutes les 2 heures. Ça, c'est la recommandation. Et aussi, surtout, savoir s'arrêter dès les premiers signes de somnolence qui peuvent arriver avant les 2 heures. Et là, le meilleur conseil, qui est d'ailleurs validé par les médecins, c'est de s'arrêter pour faire une sieste flash, 10-15 minutes. C'est extrêmement réparateur, c'est tout à fait adapté à la conduite et ça permet au conducteur de repartir en ayant un bon niveau de vigilance et puis en conduisant de façon beaucoup plus confortable parce que c'est très pénible de lutter contre le sommeil. La déléguée générale de la Fondation Vinci Autoroute, Bernadette Moreau, invitée d'Europe 1 matin tout à l'heure. Un changement important ce 1er août et ce n'est pas forcément une bonne nouvelle. Le taux de TVA sur les abonnements de gaz et d'électricité augmente significativement. Il passe de 5,5 à 20%. Une hausse censée être compensée, mais des mauvaises surprises ne sont pas à exclure, Baptiste Morin. Oui, car jusqu'à maintenant, 2 taux de TVA s'appliquaient sur nos factures. 20% sur la partie consommation, 5,5% sur la partie abonnement. Et à partir d'aujourd'hui, c'est cette dernière qui passe à 20% également, ce qui pénalise tous les consommateurs, mais surtout les plus petits, explique Sylvain Lefalleur, cofondateur d'Elowatt. Même si en moyenne c'est prévu pour faire 0, les petits consommateurs auront une hausse et les gros consommateurs auront plutôt une baisse, parce qu'en fait la part de l'abonnement dans leur tarif, elle n'est pas identique. L'abonnement, ça représente beaucoup pour les petites consommations sur la facture et assez peu pour les grosses consommations. Jusqu'à 8,5% de hausse de prix de la facture pour les plus petits consommateurs de gaz, 5,6% pour les plus petits consommateurs d'électricité. Alors pour tenter de réduire l'impact, un conseil, vérifiez la puissance de votre contrat. Il y a beaucoup de particuliers en France qui sont par exemple en 12, en 18 kVA, alors qu'il leur suffit d'avoir 6 ou 9 kVA. Et donc là, c'est un petit ajustement à faire qui permet de faire des économies. De quoi économiser de l'ordre de 50 € sur l'année.
Baptiste Morin, chef du service économie d'Europe 1. Autre mauvaise nouvelle pour le pouvoir d'achat en ce 1er août, la baisse du taux du livret A. Il passe de 2,4 à 1,7% en raison du ralentissement de l'inflation. L'employé d'une école maternelle de Vic-la-Gardiole dans l'Hérault vient de passer sa première nuit en prison. Cette femme de 59 ans est mise en examen et écrouée depuis hier pour des viols et des agressions sexuelles commis sur 9 enfants au cours de l'année scolaire. Le rectorat de Montpellier exprime son soutien et sa solidarité envers les familles concernées. Le ministre de l'Intérieur va porter plainte contre une députée, la France Insoumise, après des propos tenus lors d'une émission de radio cette semaine. Gabriel Catala a estimé que de nombreuses victimes de discrimination n'allaient pas porter plainte à cause, je cite, d'un racisme généralisé dans la police. Bruno Retailleau promet de ne laisser passer aucune injure contre les forces de l'ordre. À peine signé, déjà presque enterré. L'accord sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, signé le 12 juillet dernier à Bougival, pourrait ne jamais être entériné. En effet, Alexis Bourdon, la branche la plus radicale du FLNKS, juge ce compromis insuffisant malgré la création annoncée d'un État de Nouvelle-Calédonie dans la République. Oui, le Front de Libération Nationale kanak et socialiste devrait rejeter finalement l'accord de Bougival qui dessinait les contours d'un État de Nouvelle-Calédonie. Pour le FLNKS, cet accord ne respecte pas les fondamentaux de la décolonisation. L'Union calédonienne, la principale composante du rassemblement indépendantiste, a d'ores et déjà acté en interne le rejet formel du texte. Une situation qui inquiète Marie, la Calédonienne de 62 ans, souhaite avant tout que l'archipel reste français. Comment faire vivre une île si petite sans l'aide de la France? On peut pas. Comment on va vivre? Qui va payer nos retraites? Qui va payer nos salaires? Financièrement, on n'est pas autonome. C'est pas possible. D'autres Calédoniens avec lesquels j'ai pu échanger me confiaient leur crainte de voir cette situation tendue s'enliser. Le FLNKS doit se décider sur une position à adopter lors d'un congrès prévu la semaine prochaine. En cas de rejet total de l'accord, la Nouvelle-Calédonie sera une fois de plus plongée dans l'inconnu. Alexis Bourdon, et pour rappel, les émeutes en Nouvelle-Calédonie l'année dernière avaient fait 12 morts et 2 milliards d'euros de dégâts. Et comme chaque été depuis une vingtaine d'années désormais, la bataille fait rage contre les moustiques tigres. Et tout le monde est appelé à la plus grande prudence parce que ces insectes arrivés en France métropolitaine en 2004 peuvent transmettre des maladies virales comme le chikungunya ou la dengue. Si les autorités sont particulièrement inquiètes cette année, c'est parce que ces derniers mois, de plus en plus de cas autochtones sont détectés. Qu'est-ce que ça signifie précisément, Yasmina Katou ? Eh bien, on parle d'un cas autochtone lorsqu'une personne a été infectée par un virus comme la dengue ou le chikungunya sans avoir voyagé dans les zones à risque comme les Antilles, en Asie ou encore en Afrique. Pourquoi il y en a plus cette année? Parce que l'on a eu des températures très douces et des fortes chaleurs. C'est le cocktail parfait pour que les moustiques se multiplient. Ensuite, l'épidémie très forte de chikungunya qui a touché la Réunion a favorisé les cas importés. Une personne infectée va transmettre à son retour de voyage la maladie via une piqûre de moustique. L'insecte devient alors porteur du virus et peut contaminer à son tour. Il faut donc prendre des précautions si l'on revient d'une zone à risque, prévient Lionel Chano, chargé de surveillance pour l'EID Méditerranée, organisme de lutte contre le moustique. À leur retour pendant 1 à 2 semaines, qui se mettent du répulsif ou qui ne se mettent pas dans des endroits où justement il y a du moustique tigre. Parce que là, on est quasiment sûr de le transmettre si jamais on avait attrapé quelque chose à l'étranger. Il est important de limiter les transmissions. 20% des malades vont développer un syndrome grippal qui peut durer jusqu'à 3 semaines. Des complications neurologiques sont possibles surtout chez les bébés et les personnes immunodéprimées. Yasmina Katou, spécialiste santé à la rédaction d'Europe 1. Direction Singapour pour les mondiaux de natation. Et on note la qualification des relayeurs français pour la finale du 4x200 mètres. Elle aura lieu ce soir. Et une participation de Léon Marchand n'est pas exclue. Ce serait évidemment un renfort de luxe pour les tricolores car le Toulousain est en train de s'imposer comme le meilleur nageur du monde tout simplement. Et particulièrement depuis son sacre hier sur 200 mètres 4 nages, Charles Bouchin. Oui, Léon Marchand a longtemps été au coude à coude avec l'Américain Shane Cassas et le Hongrois Hubert Koss. Ces deux partenaires d'entraînement à Austin tiennent le choc sur le 50 mètres papillon et le 50 mètres d'eau. Place à la brasse et comme d'habitude, le Roi Léon creuse l'écart et termine en 1 minute 53 secondes et 68 centièmes. Deuxième meilleure performance de l'histoire pour le Toulousain, très satisfait au micro de France Télévisions. Franchement, c'était une course géniale. Pour moi, c'était très difficile comme course. J'étais un peu plus crispé qu'hier, plus de pression je pense. Je vois que je me suis amélioré dans certaines nages, j'ai amélioré ma technique aussi. Et ces améliorations, ce sont celles qui ont permis à Léon Marchand de pulvériser le record du monde de l'épreuve en demi-finale. Alain Bernard, double champion olympique, décrypte ses ajustements techniques. Il a eu des progrès dans ses dernières longueurs en crawl du 4 nages. Il a aussi continué à travailler cette endurance qui lui permet de faire des coulées dans lesquelles il fait les différences. Il faut savoir qu'à 50 cm sous l'eau, il y a 2 fois moins de résistance qu'à la surface. Donc ça, tout le monde le sait, mais pas tout le monde arrive à le faire.
Léon Marchand replongera dans les bassins dès aujourd'hui si le relais 4x200 mètres nage libre est en finale. Il participera aussi aux 400 mètres 4 nages dimanche, épreuve dont il est double champion du monde. Et les Français sont bel et bien en finale d'ailleurs du relais. Merci beaucoup Charles Bouchin. Et puis c'était un très gros orage. L'Organisation météorologique mondiale vient de valider le record du plus long éclair jamais observé sur la planète. 829 km, c'était lors d'un épisode orageux sur la zone des Grandes Plaines aux États-Unis en 2017. Merci Maël Hassani. 8h11 sur Europe 1. La météo.